Camille, j'ai 42 ans, je suis mariée à Sylvain, on a 3 enfants qui ont 7 ans, 6 ans, très proches, et 3 ans. Voilà. On fait partie de ces Parisiens qui ont fui Paris pendant le Covid. Donc, j'ai eu ma 3e fille à la campagne pendant le confinement, très sympa, plein Covid. Et on a fait un test de 2 ans à la campagne, en pleine campagne, entre Paray-le-Monial et Thésée, pour ceux qui connaissent le Charolais. Très sympa, mais pas beaucoup d'aide quand on a des enfants en bas âge et qu'on est 2 à bosser. Donc, on a fait le choix de retourner à Lyon, enfin d'aller s'installer à Lyon il y a 1 an. Voilà. Donc, on vit à Lyon en famille, mais l'association, donc Vision du Monde, est basée à Paris. Donc, moi, je vais toutes les semaines à Paris. Je prends le TGV toutes les semaines. Je dors à Paris. Je suis en espèce de colocation avec mes neveux et nièces. Voilà, où je suis la tata relou qui aimerait bien qu'on puisse mettre la bouilloire dans l'évier pour prendre un petit déjeuner le matin. Et que, oui, quand on prend la douche, on met un petit jet d'eau derrière. C'est sympa. Voilà, donc voilà, je viens 2 jours par semaine et si besoin, je viens une 3e journée parce que donc je suis la directrice de l'association. On est une 40aine de personnes, 30aine de salariés, quelques stagiaires et alternants. Et donc c'est hyper important pour moi d'être au milieu de mes équipes, avec les équipes, puisque tout ça ne se fait pas hors sol. Ma carrière scout, en fait, je me dis c'est un peu de longues années. J'ai commencé comme louvette à Toulon. Et j'avais un permis militaire, donc j'ai beaucoup bougé. Donc Toulon, Antony, où j'ai été également louvette, puis guide, des années extraordinaires pour moi. C'était des moments très fondateurs dans ma vie. Voilà, des années donc de guide là-bas. Puis après, j'ai un petit passage par les patrouilles libres quand je suis partie à Albi, avec préfecture du Tarn. Où il n'y avait pas beaucoup de scouts. Et après, donc j'ai rejoint très rapidement les guides aînés Notre-Dame de la Dorade à Toulouse. Super feu, hyper péchu, sportif, voilà, c'était extraordinaire. Et après, donc j'ai été pour mes études à Bordeaux. Et donc là, j'ai repris du service plutôt en aidant comme assistante, chef d'unité. Je rejoins il y a 20 ans. Après, j'ai fait prépa, j'ai fait donc des études plutôt littéraires, sciences humaines. Donc je fais une prépa littéraire, Hippocagne-Cagne, Sciences Po et de l'histoire à Bordeaux. Et là, quand il fallait être en jupe culotte, place de la Victoire, pour ceux qui connaissent Bordeaux, voilà, quand on a 22 ans, c'était assez dur. Et puis, sans parler il y a un petit article anti-scout d'Europe dans le journal très rouge de Sciences Po. C'était un moment intéressant, mais on a répondu. Voilà. Donc, pour le scoutisme, et puis dernière petite chose, j'ai aidé aussi, j'ai donné un coup de main au moment où les scouts russes se sont remontés, hors Your. Donc, j'ai participé à quelques formations de chefs sur le lac Ladoga, voilà, en Russie, puisque j'ai appris le russe à l'école. Voilà pour mon parcours guide, qui est donc hyper important dans ma vie. Dans ma famille, j'étais un peu la seule à avoir fait du scoutisme. Mon grand frère un petit peu, puis les autres n'avaient pas trop accroché, mais moi, c'est vraiment voilà. C'était vraiment quelque chose moi qui m'a suivi toute ma vie. Voilà. Donc aujourd'hui, mon fils n'est pas encore inscrit au Louveteau, mais ça ne saurait tarder. Il faut juste que je choisisse la troupe. Voilà, la troupe. Mais à Lyon, il y a beaucoup de choses à faire. Donc au niveau de mon parcours professionnel, je le disais tout à l'heure, donc j'ai un parcours plutôt sciences humaines, sciences politiques. Donc j'ai commencé, donc je fais une prépa Sciences Po Bordeaux, et donc je suis partie à Moscou parce que j'ai appris le russe, c'est ma première langue. Donc je suis partie travailler à l'ambassade de France. Ça m'a un peu un peu dégoûtée, on va dire. Enfin le milieu, voilà, m'a un peu fait changer de direction. J'étais partie pour travailler dans les ambassades, cadre d'Orient, etc. Notamment en fait la place des femmes. C'est quelque chose qui m'avait pas mal interpellée, la vie de cour, un peu cette vie de cour très politisée, etc. Les travers de l'expatriation aussi. J'ai vu des choses assez moches de la part des hommes, voilà, sur le respect des femmes, de la vie familiale, etc. Et des femmes celles que j'avais rencontrées, qui étaient toutes divorcées, tristes, pas du tout épanouies. Donc c'était à l'époque, je me suis dit, ah, j'ai pas du tout envie de ça. Donc après, j'ai fait une formation un master gestion des entreprises, marketing. Ce qui avant pour moi était vraiment un gros mot quand j'ai fait des études littéraires. Genre le marketing, c'est vraiment horrible. Et en fait, j'en ai fait. Et donc après, qu'est-ce que j'ai fait Donc ça au retour de Moscou. Donc j'ai travaillé plus d'un an dans la presse pour le groupe Bayard, pour un titre nature que vous ne devez pas connaître. C'était un grand titre avant Internet, ça s'appelle Terre Sauvage. Donc c'était un très beau magazine à l'époque où il n'y avait que l'appareil photo.
et le papier glacé pour partager les images, donc Terre Sauvage pendant 1 an. J'ai ensuite rejoint un groupe industriel, alors tenez-vous bien, dans la sécurité des moyens de paiement et de l'authentification. Donc Giesecke und Devrient, un groupe allemand qui se crée en France. Le concurrent Gemalto, ça vous parle, et Ouverture, Gemalto. Voilà, c'est des groupes très industriels, c'est eux qui produisent les cartes à puce, les smart cards qui vont dans les téléphones, les billets de banque, etc. Donc un univers hyper éloigné de moi. J'ai mis beaucoup de temps à décider si j'y allais ou pas. Et en fait, j'ai passé là-bas 5 années hyper intéressantes. Il se trouve que mon boss s'appelait Jean-Louis Dieu. Et il était effectivement hyper bon. J'ai appris plein de choses. Mais voilà, au bout de 5 ans, donc moi j'étais couteau suisse dans cette boîte. Je faisais à la fois réponse aux appels d'offres parce que moi je savais écrire, réponse aux appels d'offres, préparation de. J'avais monté un customer service pour les clients. J'allais dans les usines, etc. Puis en même temps, je commandais quand même le papier toilette. Voilà, donc je faisais plein de choses. Et voilà, au bout de 5 ans, je me suis dit c'est pas moi, enfin c'est pas aligné. C'était voilà, mes copains commençaient à m'appeler Carstapux. Bon, là il était temps de changer. Et donc là j'ai rencontré du monde, j'ai échangé, j'ai rencontré un recruteur, voilà, qui m'a proposé un job. J'ai pas été prise, bon voilà. Et j'étais au fin fond de la Patagonie avec une copine en backpack dans une auberge de jeunesse. Vous n'avez pas connu aussi ça, mais à l'époque, on tapait sur Internet, voilà, ça se met à jour. Et là, un petit message. Camille, est-ce que vous cherchez toujours Vision du Monde recrute. Je sais quoi, Vision du Monde, c'est quoi ce truc? Cherche son responsable marketing, je sais pas quoi. Et donc je vais voir, puisque j'étais intéressée, je savais pas très bien ce que j'allais faire, mais il y avait des thématiques qui m'intéressaient, l'enfance, l'éducation, la nature. Bon, voilà, j'étais assez ouverte. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré donc l'association Vision du Monde, et que les choses ont fait que la directrice de l'époque m'a fait confiance, parce que je n'ai pas du sérail, je n'ai des cartes à puce. Voilà, j'avais vaguement fait de la collecte de fonds pour parce que j'ai quand même fait un stage aussi au Pèlerin Magazine, et j'avais fait de la collecte de fonds pour voilà, à ce moment-là. Et donc elle m'a fait confiance, et donc c'est comme ça qu'il y a maintenant plus de 10 ans déjà, j'ai commencé à travailler donc pour cette association comme responsable puis directrice marketing. Il y a eu un petit temps de passation où j'ai été directrice adjointe, et donc le conseil d'administration m'a confié les rênes de l'association maintenant il y a 9 ans. Voilà. Et ça, c'est à peu près correspondu au moment où je me suis mariée, où j'ai mes enfants, tout ça. C'était voilà. Et Vision du Monde, j'y suis encore parce que ça a été un coup de cœur. Donc, qui connaît ici? Voilà, une notoriété quand même un peu proche de zéro. Vision du Monde, je ne connaissais pas non plus. Donc, ce n'est ni un ophtalmo, ni des francs-mac. C'est une association qui a été créée il y a 70 ans par un Américain, par un pasteur américain, qui a été créée en France il y a une vingtaine d'années. En fait, elle a 20 ans l'année prochaine. Et dont la mission est de permettre aux enfants les plus vulnérables, à chaque petit garçon, chaque petite fille, d'avoir la chance de bien grandir et de vivre pleinement sa vie, quel que soit l'endroit où il est né. Donc, c'est une mission qui est magnifique. Et l'association intervient, donc au niveau international, c'est une très grosse association, c'est une très grande fédération, et elle intervient à la fois pour soulager la souffrance, donc dans les contextes d'urgence humanitaire. Donc là, la liste est très longue là depuis, et c'est alourdi ce dernier mois. Donc entre l'Arménie, le Liban, ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires occupés, et en Israël, en Ukraine, Afghanistan, personne n'en a parlé, mais il y a quand même eu un tremblement de terre avec 2000 morts. Il y a une crise de la faim qui est là, en fait, dans la corne de l'Afrique, mais pas seulement, aussi en Amérique latine, etc., etc. Donc, on va être là pour soulager, dans un premier temps, la souffrance. Et dès que les situations sont un peu plus stables, on va aider les familles à mettre en place des conditions qui vont leur permettre d'élever leurs enfants dans des bonnes conditions. Donc, on a une approche qui est à la fois multisecteur, c'est-à-dire que pour qu'il y ait éducation, souvent on parle de l'éducation, pour qu'il y ait éducation, on va travailler sur les facteurs qui font qu'il n'y a pas éducation. Donc, la question de l'accès à l'eau potable est essentielle, parce que quand il n'y a pas d'accès à l'eau potable, c'est les petites filles qui vont chercher de l'eau. La question des toilettes est aussi très importante, on n'en parle pas, c'est tabou. Il n'y a pas de toilettes. Les petites filles, quand elles deviennent des jeunes filles, il faut qu'elles aillent aux toilettes plus spécifiquement une fois par mois quand elles ont leurs règles. Il faut bien manger. Un enfant qui ne mange pas bien, c'est un enfant qui ne se développe pas dans sa tête, pas que dans son corps, pas dans sa tête. Et ça, avant 5 ans, s'il n'y a rien qui se passe, c'est foutu, etc., etc. Donc, on va être sur le développement économique et l'éducation. L'éducation, l'école, quelque part, c'est facile à faire, mais comment on fait pour que les enfants aillent à l'école? Comment on fait pour ne pas se substituer aux parents? On ne veut pas payer l'éducation à la place des parents. Il faut que les parents aient la capacité voilà, à le faire. Et tout à l'heure, c'est ma voisine dont j'ai oublié le prénom, Tiffaine, voilà, qui disait, voilà, c'est créer ce terreau fertile
pour qu'en fait, voilà, les enfants, les mamans, les papas, les hommes et les femmes, en fait, puissent être des hommes et des femmes debout et élever leurs enfants là où ils sont nés, dans des bonnes conditions et en créant les conditions d'un futur positif et dans lequel ils grandissent bien. Voilà, donc ça c'est Vision du Monde. Donc ça fait une dizaine d'années donc maintenant que je suis dans l'association. Notre spécificité aussi, c'est qu'on est vraiment dans les zones où il y a les enfants les plus vulnérables. Donc c'est là où en fait où il y a ce millefeuille de difficultés qui va s'accumuler et qui fait qu'à la fin, les enfants sont dans un étau en fait de pauvreté et d'injustice. Donc on va prendre en compte voilà l'enfant à la fois dans son cercle familial, un peu plus large, donc villageois si c'est à la campagne. On a plutôt des programmes qui sont dans les zones rurales. Et après, même de façon plus large, au niveau de l'État, essayer de créer des dynamiques pour que l'État joue son rôle, qu'on ne se substitue pas à l'État et que ce soit l'État qui prenne soin de ses enfants. Voilà, en gros, pour Vision du Monde. Aussi, autre particularité, c'est une association qui est chrétienne, donc au sens plein. Donc c'est une association qui n'est, donc ce n'est pas une association catholique ou protestante, pas reliée à une église en particulier. C'est le message du Christ d'aller aider les plus petits là où ils sont. Et voilà, et Vision du Monde assume son ADN. Donc on est une association loi 1901 en France, mais on est une association chrétienne. C'est dans nos statuts. Quelqu'un un jour qui m'a dit, mais ça vous sert à quelque chose? Oui, tout à fait. Voilà, donc je lui ai expliqué en quoi ce regard chrétien sur l'autre, dans ce que l'on fait, dans nos approches, etc., c'est quelque chose auquel on tient et qui nous construit, et que c'est pas juste un adjectif. Voilà, donc c'est vrai que a priori, donc travailler dans une ONG chrétienne, qui a du sens aussi, quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'est que c'est une association donc d'origine anglo-saxonne, mais qui est française hein, en France. Il y a un côté très cadré, je dirais, et très professionnel en fait dans l'approche. C'est vraiment chaque don que vous nous confiez, vous êtes nos actionnaires quelque part et on a un devoir d'utiliser de la meilleure façon possible en fait chaque euro qu'un de nos donateurs nous confie, etc. Donc on va essayer de mesurer du mieux possible tout ce qui est fait, etc. A priori, donc très aligné pour quelqu'un qui fait du scoutisme, la mission, voilà, ça répond servir et sauver son prochain. Enfin, bon, il y a plein de choses qui cochent les cases. Voilà. Après, j'ai quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous. La première des choses, c'est que voilà, on a une petite fondation en France qui a une mission très spécifique qui est de lutter contre les violences faites aux enfants. Donc à la fois les violences intrafamiliales et scolaires, harcèlement, etc. Donc on met des boîtes aux lettres dans les écoles qu'ils souhaitent ou les structures fréquentées par les enfants pour que les enfants écrivent. Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, si vous connaissez, si vous êtes dans des milieux scolaires, etc., il y a une injonction au silence des victimes. Donc la parole, quelque part, est interdite, ou l'enfant s'interdit la parole. Par contre, écrire, c'est quelque chose qui est permis. Et donc, dès le CP, un enfant peut écrire. Et ça permet de détecter et d'arrêter un certain nombre de pratiques nocives, parfois extrêmement graves. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est ce que l'on fait en France, mais notre savoir-faire, il est vraiment dans ces conditions difficiles que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, le fait que les enfants soient très loin, ça veut dire qu'au quotidien, en fait, mon équipe et moi-même, on travaille pour des gens qu'on ne voit pas. Donc il y a cet éloignement quelque part qu'il faut réussir à gérer. Et ça fait 10 ans que je travaille dans l'association. Il peut y avoir une tension à un moment entre la mission de l'association et la tentation. Donc aujourd'hui, je suis DG, donc je suis dans les conseils d'administration. Je suis invitée, alors pas très souvent, hein, pas assez souvent parce que vous ne connaissez pas, mais normalement lundi matin, je parle sur France Info, etc. Donc j'ai ce côté très business, ouais, c'est super intéressant au niveau pro, mais c'est quoi le sens derrière et ma motivation? Voilà, je peux avoir une tentation de rester quelque part dans un job très technique, dans le développement, on va dire, de mes compétences professionnelles et où est le sens. Donc ça, c'était un premier point. Je reviendrai tout à l'heure sur comment je réponds à ces tensions. La deuxième chose aussi, c'est que je voulais partager avec vous, c'est que les ONG, c'est pas le monde des bisounours. Puis il n'y a pas que des gens qui ont été scouts. Donc même ça complique, ça peut pas, surtout une asso chrétienne, ça peut compliquer les choses pour dire les choses en temps voulu, avec amour, mais en les disant. C'est des questions RH évidentes, mais parfois entre chrétiens, ben non, on va pas se dire les choses. Ou alors, t'es chrétien, mais t'es pas sympa. T'es pas sympa. Ben non, mais je suis chrétienne, mais moi je suis en charge de
du bon fonctionnement, etc. Et que c'est aussi mon devoir de faire des retours pour dire des choses quand ça va pas, ou même de licencier des gens si les gens ne font pas bien leur travail. Donc il peut y avoir cette tension entre l'image, et parfois il y a des gens très très jeunes qui n'ont pas d'expérience aussi qui viennent et voilà, qui peuvent avoir un référentiel un peu différent, et que tout le monde n'est pas scout. Alors moi je suis très contente quand il y a écrit scout dans, dans un CV. Il n'y en a pas assez. Dans mon équipe, j'ai des gens de tous horizons. J'ai des croyants, des non-croyants. Dans les croyants, j'ai des chrétiens. J'ai aussi une ou deux musulmanes. Et dans les chrétiens, j'ai des chrétiens qui vont être plus ou moins dans une volonté de partager, de le lire. Voilà. Plutôt des catholiques. Et on a une évangélique. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'est tension sur le monde des bisounours. Autre point pour moi plus particulièrement, donc la tension TEN, la tension entre mon engagement professionnel qui a éminemment du sens, et ma vie de famille. Parce que je suis maman, les enfants sont encore assez jeunes, 7, 6, 3. Ça fait 10 ans que je suis dans l'assaut, donc vous voyez, quand j'avais tout petit. Donc moi, je vais relativement rarement, on va dire, à l'étranger, très loin, parce que c'est mes équipes qui gèrent, avec les équipes locales de l'association qui gèrent qui gèrent les missions, mais je vais partir, aller 2 fois dans l'année loin, et je vais avoir des rendez-vous aussi entre directeurs, parce que l'association est donc dans une centaine de pays, et on se retrouve souvent entre directeurs européens. Donc, la semaine dernière, j'étais à Barcelone, et la semaine d'avant, j'étais à Londres. Voilà, et au milieu, il y a mes enfants et mon mari. Donc ça crée cette tension familiale qui nécessite un certain nombre d'ajustements et d'ajustements. Oui, alors autre point que je voulais citer tout à l'heure, c'est que je le disais, on travaille pour les enfants les plus vulnérables. Donc il y a cette tension aussi de se dire de vouloir régler les problèmes. On est là parce qu'on a envie de régler les problèmes, et en fait, il peut y avoir cette tentation, on va dire, d'être super puissant, etc. Et en fait, il y a ce travail, cette acceptation de l'humilité, en fait, c'est de dire, bah, moi, je peux pas tout toute seule avec mes petits bras, et qu'en fait, c'est le Seigneur qui est aux manettes, et c'est pas moi, c'est lui le CEO, c'est pas moi. Et cette tension, elle n'est pas forcément facile à accepter quand vous voyez la souffrance des enfants. Et et ça rejoint le point que je citais tout à l'heure sur l'équipe. Quand vous voyez tout ce qui se passe, quand on voit depuis le mois de septembre, c'est quand même la cata, enfin l'actualité internationale. Comme on est dans son pays, moi je reçois tous les problèmes, tous les problèmes qui se passent dans le monde. Donc toutes les semaines, alerte catégorie 1, 2 ou 3 en fonction de la gravité. Et donc là, c'est vrai qu'entre l'Arménie, nous on a des programmes en Arménie, c'était déjà très compliqué, et ce qui s'est passé le 20 septembre, c'est pas génial. Le tremblement de terre en Afghanistan, ce qui s'est passé donc le week-end dernier, sans parler des crises dont personne ne parle dans les médias et qui sont bien là. Donc, moi en plus, je suis un peu pushy. Et comment je gère aussi cette tension entre des besoins, des besoins, comment on y répond, et le fait avec mon équipe, on est quand même 30, mais on peut pas répondre à tout. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire des choix, et je trouve ça, c'est une tension qui est parfois hyper difficile à résoudre. Ou quand je dis à l'équipe, non mais là faut y aller, là c'est une question. Ah mais on va pas assez collecter. Ouais mais attendez, c'est une question de morale en fait. On ne peut pas ne pas faire. Et donc comment je gère ça aussi pour pas être l'horrible boss là il faut que je prenne en compte aussi mon équipe. Donc trouver le juste positionnement quand on parle d'humain derrière en fait. Certes, on est fait pour servir et sauver son prochain, mais jusqu'où aller, et je peux pas non plus pressuriser les équipes en permanence. Donc ça, pour moi, c'est pas toujours évident à gérer. Et là, j'ai été confrontée à ça, où on m'a dit, on est restructuration, on fait ci, notre site internet, il est pourri, on peut pas. Et la réponse, c'est, donc on n'y va pas. Moi, j'étais, moi, je vais y aller. Donc moi, j'ai fait mon petit mail, un petit mail à mon entourage, etc., pour sensibiliser sur un sujet en particulier, l'Arménie, en l'occurrence. Voilà. Donc il y a ces différents points de tension que je voulais partager avec vous par rapport à ce métier qui est passionnant et qui est une mission qui est passionnante. Comment répondre à tout ça? Le premier élément que je citerai, qui au début est un élément qui pouvait me faire un peu peur, c'est l'identité chrétienne de l'association. Parce qu'au début, quand j'ai vu que Vision du Monde était une asso chrétienne, alors n'écoutez pas, je me suis dit, oh là là, l'assaut de grenouilles de bénitier, qui se bouffent le nez entre eux, non merci. J'avais une image très caricaturale. Ok.
Et donc, je voyais pas trop ce que ça pouvait donner. Et en fait, Vision du Monde donc a cet ADN chrétien qui est tout à fait assumé, de façon très forte dans certains pays. En France, il y a des sites où il y a écrit We follow Jesus. Nous, on met pas, nous, on fait pas ça. Mais on le dit clairement. Mais nous, en fait, on va être plus Mère Teresa que Martin Luther King. C'est-à-dire qu'on veut, par l'exemple, par ce que l'on fait, par les actes, en fait, montrer qu'on agit en chrétien, en ami de Jésus, et pas le proclamer, et pas le mettre dans la tête des gens. Et qu'est-ce qui nous inspire? C'est Jésus. Et on est très clair là-dessus. Notre logo, c'est une petite croix. On travaille en Afghanistan, au Mozambique, on travaille dans un endroit hyper compliqué, en Mauritanie. Et on a même eu des témoignages assez hallucinants de musulmans qui nous disaient, Mauritanie, je vais vous raconter une petite histoire. Dans les années 2000, le directeur du bureau là-bas, qui était marié d'ailleurs à une Française, s'est fait tirer dessus quand il était à la plage avec sa fille par un gars qui passait avec une mitraillette. Il se tourne sur sa fille, ils ont le temps de courir, ils voient un gars avec une mitraillette, il a le temps de recourir à sa voiture, il leur tire dessus, sa fille qui a du sang partout. Heureusement, tout va bien, il rentre chez lui, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On part, on reste. Lui, il a été rencontré, il se fait convoquer par c'est un imam ou un mollah, enfin le représentant religieux musulman du coin. Ok, c'est la Mauritanie, hein. C'est l'islam assez radical. Et le chef a partagé avec lui le fait que dans certains endroits du pays, effectivement, il y a des gens qui sont dans une grande souffrance, des familles entières qui vivent dans des conditions hyper compliquées, qu'ils ont prié Allah, et que la réponse d'Allah, ça a été d'envoyer World Vision, Vision du monde, enfin, version anglaise. Elles sont chrétiennes. Donc, bon, voilà. Ça, pour moi, ça, c'est une réponse assez extraordinaire. Et donc, cette dimension chrétienne, pour moi, donc elle est très, oui, je reboucle pourquoi je racontais tout ça, c'est qu'elle est très assumée dans l'association. Donc après, dans l'expression qu'on peut avoir avec le grand public, elle est plus ou moins forte. Mais pour les collaborateurs, qui ne sont pas tous chrétiens, en tout cas, on a une proposition assez forte de prière, de formation, etc. Et j'ai découvert une richesse extraordinaire. Je trouve ça assez extraordinaire en fait de travailler pour une association chrétienne et où moi je suis catholique, mais j'ai rencontré des orthodoxes. Alors j'en connaissais un peu, CF Moscou, mais donc des protestants, des évangéliques. Là, j'étais oula. Et en fait, c'est extraordinaire. On prie ensemble, on peut se soutenir par la prière aussi, et ça, j'ai trouvé ça hyper riche, et ça me nourrit pour répondre à ces tensions. Et je vais vous citer aussi un autre exemple. Ça me force moi aussi à m'ouvrir à la diversité. Il y a des choses un peu nouvelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un coup d'État en Birmanie au moment du Covid aussi. On a des programmes là-bas. Moi, je parraine un petit garçon là-bas. J'y ai été plusieurs fois. Bon, coup d'État en Birmanie et c'est vraiment la catastrophe parce que déjà que le pays allait pas bien, déjà qu'avec le Covid c'était la cata, ils n'avaient aucune structure hospitalière pour gérer, très compliqué. Et donc là, on propose à toute l'association de prier en ligne. Et là, moi, je me suis dit, c'est quoi ce truc? On va pas les prier en ligne. Je trouvais ça moi pas du tout adapté pour moi, en tout cas pas ma santé. Donc j'y allais un peu en ricanant, où je me connais quand même en disant, ok, je me mets sur le Zoom, puis je vais faire ma cuisine en même temps. Et en fait, ça a été extraordinaire. Et là, la force de la prière, c'était incroyable. Et donc, des gens qui priaient de l'Inde à la Birmanie, des gens qui témoignaient de l'autre côté de l'océan, etc. Voilà, donc j'ai de la chance d'avoir cet alignement aussi, moi, avec ce qui me porte et avec la foi. C'est aussi pour moi, on a on essaye de partager aussi avec l'équipe, que les gens soient croyants ou non, sur ce que ça veut dire être chrétien et pas chrétien. Donc c'est aussi une façon d'évangéliser, on va dire, dans l'équipe, tout en étant dans le respect. La deuxième chose, enfin pour moi une deuxième réponse, on en parlait tout à l'heure, c'est l'écoute. Donc être à l'écoute et pour pouvoir s'ajuster, on le dit tout à l'heure, quand on veut tout faire et trop faire et être tout seul, ça marche pas. Donc alors je suis mariée, donc mon mari, il faut que je parle avec mon mari. Écouter mon mari, voilà, pour réussir à m'ajuster. On se rend compte quand même au bout d'un moment quand ça déborde. Et là, c'est pareil, accepter de ne pas être superwoman. Et on se rend compte effectivement que de faire confiance, déléguer, et ben en fait ça marche aussi. Puis voilà, peut-être accepter de ne pas tout faire et de faire un peu moins, bah, c'est ok aussi. Voilà, donc ça c'est un élément qui est important pour moi dans l'équipe de vie, parce que je me suis quand même retrouvée une année où j'avais beaucoup voyagé, où mon petit garçon se levait la nuit et se mettait, dormait par terre devant la porte pour pas que je parte. Et là je me suis dit ok, il y a un petit problème. Donc là j'ai un peu levé le pied.
Donc l'échange, hyper important, le repos aussi, savoir se reposer. Le scout doit savoir s'arrêter et se reposer. Et c'est vrai aussi, là je fais une petite digression, mais c'est vrai aussi dans la vie de couple. Le repos, la gestion de la fatigue, en fait, c'est le plus gros truc, le meilleur conseil qu'un ami m'ait dit sur voilà, la clé d'un mariage qui dure, savoir se reposer. Voilà, je n'ai pas d'autres commentaires. Voilà, le sport. Alors, je dis ça, mais ça fait 2 ans que je me dis oui, je vais me remettre au sport. Alors, je me suis pas encore mise au sport, mais je me suis inscrite à un 100 km en Angleterre, non-stop, la Race to the King. Si certains veulent le faire, c'est en juin l'année prochaine. Je pense que c'est très sympa dans le sud de l'Angleterre. Bon, va falloir que je me mette au sport. Voilà, mais il y a des motivés. Non, mais c'est en marchant. Non, non, c'est en marchant, mais non, non, quand même, là, c'est non, 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 je vais pas faire un ultra trail. Et enfin, le dernier point, c'est surtout euh, c'est d'accepter effectivement que Dieu est aux manettes et de réfléchir à qu'est-ce que j'apporte. Je suis dans cette réflexion aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis dans l'assaut. Je veux pas être comme une moule accrochée à son rocher. Est-ce que moi j'apporte encore à l'association ou est-ce que c'est l'assaut qui m'apporte? Parce que oui, c'est super tout ce que enfin, c'est hyper intéressant. Donc est-ce que moi j'apporte encore autre chose dans ce moment-là de la vie de l'association? Et c'est à moi d'avoir la justesse de dire bah oui, je passe le flambeau. Je passe le flambeau.